Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Aujourd'hui encore, je vais discuter avec vous, donner un sujet de réflexion au lieu d'avoir un invité. Discuter de ce phénomène qui retient l'attention, cette mobilisation euh, de la population haïtienne qui décide de prendre les choses en main devant toute cette défaillance de l'État. On va parler du phénomène Bois-Calais. N'oubliez pas de partager, d'échanger, de commenter euh, nos réflexions en allant sur notre site YouTube en tête-à-tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Alors, après 2 semaines d'effervescence, comme tout mouvement spontané, le Bois-Calais connaît un certain essoufflement. Et la raison est simple. On a oublié que la réaction des résidents du Canapé Vert et de Debussy donnait seulement le ton. La chanson devait suivre. Et la chanson n'a pas suivi. On peut trouver 1001 raisons pour essayer d'expliquer pourquoi la musique n'a pas suivi. Mais entre-temps, les résidents dans les quartiers populaires se replient sur leur stratégie de protection parce qu'ils ont l'impression d'être non sans bâton, c'est-à-dire seuls et démunis face aux dangers qui les guettent. Ceci étant dit, qu'on ne s'y méprenne. Le mouvement Bois-Calais est là pour rester. La campagne des machettes à travers le pays est très symptomatique de la conviction des Haïtiens que l'autodéfense est la stratégie de survie devant la démission des autorités locales, mais aussi devant une communauté internationale qui leur a littéralement tourné le dos. Avant les récents événements au Canapé Vert, la recette des brigades de vigilance avait déjà fait ses preuves dans d'autres zones, d'autres quartiers, avec évidemment moins de bruit. Prenons l'exemple de la commune de Carrefour. Là où les puissants gangs d'Iso et Tilapli n'ont jamais réussi à s'installer. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les habitants de Bizoton, Tikini, Tor, Mahotia, Côte-Plage, Ouané, Arcachon, Montrepos et Latrier ont dit chaque fois non, pas dans notre cour. Et je peux vous dire que l'organisation était bien structurée. Une fois la nuit tombée, par exemple, tous ceux qui voulaient entrer dans un quartier de Carrefour devaient montrer patte blanche en laissant fouiller leur voiture, montrer des pièces d'identité et obliger, dans certains cas, la personne d'appeler au téléphone les gens chez qui il se rendait pour confirmer qu'effectivement, que c'était des gens qui se rendaient à un endroit bien précis. Je pourrais prendre l'exemple spécifique de Mariani, où les bandits voulaient venir prendre le contrôle de l'abattoir. 2 ou 3 fois plutôt qu'une, les hommes de Tilapli et d'Iso ont été repoussés. La dernière fois, ils sont arrivés par la mer et on leur a servi la soupe amère. Les corps des assaillants sont restés plusieurs jours dans les ruisseaux pour rappeler à leurs comparses ce qui attendait tous ceux qui se risqueraient de nouveau de venir dans leur zone. Évidemment, sur des médias sociaux, sur des médias en ligne qui leur sont favorables, le puissant Tilapli a affirmé
que ceux qui ont été tués à Mariani n'avaient pas sa bénédiction et qu'il s'agissait de démarches personnelles, comme si les lieutenants de Tilapli pouvaient agir seuls, comme si les lieutenants du Caïd, de Grand Ravine, pouvaient prendre pareille initiative qui aurait échappé à son contrôle. Depuis, il n'y a rien eu, du moins rien de majeur à Mariani. D'ailleurs, Carrefour est devenu le grand centre d'échanges commerciaux pour le Grand Sud, depuis que Martissan est devenu infranchissable, il y a 2 ans. Les massacres à La Saline, Cité Soleil ou encore au Bel-Air sont dus en partie à cette résistance des populations de ces zones. Des fois avec l'apparence aussi de guerre de gang, mais là il s'agit de réalités un peu plus complexes. Car au-delà de la simple guerre de territoire, il y a des enjeux politiques plus profonds qui n'ont pas commencé il y a seulement 2 ans, qui ont commencé bien avant. Alors, tout cela pour dire que cette dynamique d'autodéfense va se poursuivre, va continuer à gagner du terrain. De Dame-Marie dans la Grande Anse, à Verrette dans l'Artibonite, en passant par Jacmel, Arcaillet, Plateau Central. J'ai entendu pendant la semaine diverses réactions, en particulier par rapport à des excès. Est-ce qu'il y a eu des excès? Oui. L'image de cet homme laissant l'impression de goûter à une partie de la cervelle d'un présumé bandit dont il venait d'écraser la tête avec un marteau est horrible. Pire, cela laisse un arrière-goût de rivalité dans l'horreur. Et il faut se rappeler qu'il n'est jamais bon, qu'il n'est jamais souhaitable que par vengeance, la victime reproduise les gestes du bourreau. Mais c'est là aussi qu'intervient la problématique du conditionnement. Sans évoquer la théorie du chien de Pavlov, qui pourrait être inappropriée dans sa globalité. Certaines réactions jugées inhumaines à distance de réflexion sont des réponses conditionnelles à la dimension du drame de ceux qui vivent l'horreur au jour le jour. Disons-nous les vraies choses. Quand tu prives des individus de leur liberté, comme les habitants de Fontamara, qui restent enfermés chez eux des semaines, mais qui, malgré tout, peuvent mourir d'une balle perdue à l'intérieur de chez eux. Ou encore ce père de famille, dont la femme et les 2 filles ont été lâchement assassinées et les corps brûlés à l'intérieur de la voiture. Dites-vous que les victimes ont en commun la macération de la douleur et une certaine vengeance cultivée au fil des jours, des semaines, des mois ou des années, à des degrés différents, bien évidemment. Donc, que certains bien-pensants ou donneurs de leçons veuillent juger ce comportement comme un acte inqualifiable, peut-être pour la victime un geste libérateur. Je n'évoquerai pas la notion du coupé-tête Boulekaï, qui a été pour les esclaves de Saint-Domingue une stratégie libératrice, et que des historiens occidentaux vont présenter comme la pire des horreurs, oubliant les horreurs, par exemple, de la prise de la Bastille et tous les jugements qui ont suivi. Je pense à Marat, qu'on appelait l'affreux Marat, qui est souvent présenté aujourd'hui comme une figure de politique de salut public en France et qui sera assassiné tout aussi horriblement dans son bain. On pourrait prendre des exemples, des exemples. J'arrête là les comparaisons historiques qui seraient légion pour en arriver à la nécessaire institutionnalisation de la démocratie et la chanson, justement, qui ne suit pas le ton. La chanson qui ne suit pas la musique, qui ne suit pas le ton donné par ces vaillants brigadiers de vigilance.
Et c'est aussi là où il faut évoquer la responsabilité de l'État. C'est là où la responsabilité de l'État intervient, à savoir ses exigences face à la population. Ce que les constitutionnalistes appellent les fonctions régaliennes de l'État. Évidemment, en lien avec Max Weber, c'est-à-dire les grandes fonctions souveraines qui fondent l'existence même de l'État et qui ne font en principe l'objet d'aucune délégation. C'est à l'État de s'occuper de ses citoyens. Et dans cette notion de fonction régalienne de l'État de Max Weber, il ne faut pas oublier que la notion de sécurité est au centre des prérogatives régaliennes. Parce que la fonction première de l'État est de garantir les conditions de la vie en société, assurer la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre public, avec notamment des forces de police qui représentent ce qu'on appelle, qui donnent ce qu'on appelle la légitimité de l'utilisation de la force. C'est-à-dire que c'est à l'État que revient l'utilisation de la force, et pas à Tilapli, pas à ISO. Ceci dit, peut-on objectivement mettre Haïti dans cette catégorie d'État responsable? Vous savez que c'est non. On sait tous que c'est non. Parce qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune autorité légale constituée en Haïti. Encore moins une autorité jouissant d'une quelconque légitimité, c'est-à-dire de confiance de la population. Donc, aujourd'hui, ce que je dirais, préservons le bois calé. Car c'est ce que nous avons comme arme en ce moment contre l'expansion des gangs armés. Ce n'est pas une offensive contre les bandits, mais le fer de lance de ce qui devrait se transformer en outil de lutte, de libération. Parce qu'au-delà des bandits à savate, la dynamique du bois calé peut déboucher sur un renouveau social. Et qui sait, peut-être un renouveau institutionnel. On verra d'autres aspects de cette relance de la mobilisation dans les bas quartiers de Port-au-Prince dans un prochain échange, dans un prochain tête-à-tête avec vous. N'oubliez pas de réagir, d'échanger, de donner vos opinions. Je me ferai un devoir de répondre. Passez une excellente semaine.